salut à tous les cinéphiles, les non-cinéphiles, ou ceux que l'on surnomme philes tout simplement. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on se rapproche dangereusement de la pire semaine, celle qui va présenter selon moi les plus grands films d'horreur, les plus insoutenables, ceux qui vont le plus vous donner la nausée. Mais bon, on n'y est pas encore, pour l'instant on est dans la 3e semaine, l'avant-dernière. Et là pour le coup, je vous propose de s'éloigner un peu du genre épouvante-horreur pur, pour plutôt aller dans tout ce qui est horreur psychologique. Parce que voilà, pour moi c'est un des trucs les plus sensibles, les plus terrifiants, lorsque le méchant va non seulement s'approcher de sa victime au plus près, mais également de son cercle privé, de son cercle familial, de ce cocon que l'on croit souvent indestructible et qui là va littéralement finir en poussière. Mais bon, il n'y a pas non plus de quoi se péter une veine, après tout, ceci ne reste que de la pure fiction, il n'y a aucune histoire qui a inspiré ces films, et puis vous allez voir dans certains de ces métrages, au bout d'un moment, il va y avoir une justice invisible qui va finir par sonner la caboche du méchant, le punir comme il faut, et donc calmer nos nerfs qui ont été mis jusqu'ici à rude épreuve. Et commençons tout de suite avec le film le plus light de cette sélection, une sorte d'épisode de Columbo dopé bien comme il faut. Je veux parler d'Orange Mécanique, réalisé par le grand, le formidable, celui qu'on ne présente plus, j'ai nommé Stanley Kubrick. Alors même si je n'ai pas vu tous les films de Kubrick, voilà, il m'en manque quelques-uns, seulement quelques-uns comme Dr. Folamour par exemple, ou bien Barry Lyndon, eh bien je n'ai pu m'empêcher personnellement en voyant ces métrages de me dire, voilà, en fait Kubrick veut nous mettre dans une position de voyeuriste. Que ce soit dans Shining avec ses scènes hyper dérangeantes et surtout très glauques entre des protagonistes et des fantômes dans des chambres d'hôtel, dans A.S. Watch Out avec ses jeux de regard à travers les masques, ou encore dans le film qui fit tant polémique à l'époque et qui s'appelle Lolita, un film qui est à des années-lumière d'un Mort à Venise qui se veut bien plus romantique quelque part. Et bien voilà, Kubrick aura toujours voulu, selon moi, nous remettre nous-mêmes en question, à savoir ce qui est bien et mal, ce que l'on peut voir d'interdit depuis notre place de spectateur jusqu'à la limite de l'insupportable et qui est propre à chacun d'entre nous. Seulement voilà, si Kubrick voulait à l'époque que l'on se remette en question devant ses métrages concernant notre propre voyeurisme, ce qui en soi est hyper intéressant, je trouve, n'aurait-il pas dû également le faire pour lui-même? Lui qui, par exemple, a fini par rendre chèvre la formidable actrice qu'est Shelley Duvall, elle qui, par exemple, a tourné dans pas moins de 127 prises pour la fameuse scène de l'escalier dans le film Shining. C'est la question que je me pose. En tout cas, fou ou pas fou, sain ou pas sain, eh bien il y a une folie qui suit tout le film qui est Orange Mécanique, et cette folie qui tourne autour du personnage d'Alex. Le personnage incarné par l'incroyable Malcolm McDowell est juste terrifiant, mais c'est surtout autre chose qui va donner le frisson, ce quelque chose qu'il va distiller avec sa bande, puis seul, à savoir la terrible atmosphère du métrage. Certes, Kubrick a toujours été avant tout un réalisateur d'ambiance. Là-dessus, tout bon cinéphile sera d'accord. Des Sentiers de la Gloire jusqu'à A.S. Watch Out, en passant par 2001 l'Odyssée de l'espace, il aura toujours su créer des atmosphères avec un tel sens de la caméra, de la direction d'acteur ou du découpage que oui, ces films, qu'on les aime ou non, ne laissent pas indifférents. Mais avec Orange Mécanique, on est pour moi dans le pire de la folie Kubrick. Pourquoi ? Parce que tout au long du métrage, l'ambiance, l'atmosphère qui l'entoure semble tout droit sortir de l'esprit d'Alex, ce chef de bande qui se permet tout, même les viols à domicile. Oui, vous avez bien entendu. Seulement voilà, ce sadisme, cette perversion, il va en payer le prix en tuant une femme chez elle avec une énorme en porcelaine. Par cet objet, on comprend que sa perversité a eu raison de lui, et il finira par être arrêté. Fin de la première partie. Et oui, comme souvent dans les films de Stanley, on a une première partie de métrage où on voit la folie du personnage monter en flèche, aller jusqu'à son paroxysme, avant qu'il ne récolte dans la seconde le retour du bâton, les conséquences de ses méfaits, ce retour du bâton qui sera illustré avec la scène de ses deux anciens compères de la bande qui seront devenus flics. Et pour moi, dans Orange Mécanique, c'est bien plus violent que dans les autres métrages, cette seconde partie, parce qu'en fait, il y a double lecture. Alex qui finit par
par être arrêté, puis mis dans un centre psychiatrique où en fait on l'utilise comme cobaye pour mieux connaître les assassins, et bien là on se met à sa place en tant que spectateur parce qu'en fait on se dit on est également puni nous-mêmes pour notre voyeurisme parce qu'en fait on a vu ce qu'a fait Alex avec sa bande à l'époque, on a vu l'irregardable et donc pour moi on est dans un des plus grands films d'horreur que je n'ai jamais vu. Pourquoi? C'est vrai, il n'est pas sanglant, c'est vrai, ce n'est pas un slasher, mais c'est pire que ça pour moi parce que c'est une atmosphère emplie d'angoisse, une atmosphère qui est due à Alex, lui qui est obsédé par la violence, le sadisme, le sexe. Et donc il ne pouvait y avoir d'autre fin que celle-ci selon moi, lui qui tombe un soir de détresse par inadvertance sur la maison où il avait violé avec sa bande. Il tombe sur l'homme en orange, lui qui est désormais en fauteuil de par sa faute. L'orange mécanique, celle qui est externe, face à une interne bien plus violente. La mécanique de l'obsession, de la musique infernale, du centaure fou furieux fonçant à la première occasion, le centaure qui a fui du labyrinthe. L'animal face à l'homme mis à mal. Et pour le deuxième film, nouveau t-shirt, et oui, c'est comme ça que je me la joue. Non, en vrai, là j'en suis au deuxième jour de tournage, le t-shirt puait tellement. Et voilà, j'ai eu la mauvaise idée de faire du vélo avec hier. Ça ne sentait pas l'odeur normale, si vous voulez, sur les t-shirts que les hommes tolèrent, cette odeur assez nauséabonde pour les femmes. Non, là j'étais 10 crans au-dessus, ça ne sentait pas les pieds, non, ça sentait littéralement les œufs. Et ça tombe bien puisque le film dont on va parler en comporte, à savoir Funny Games US de Michael Haneke. Alors concernant Michael Haneke, je n'ai pas vu beaucoup de films de ce réalisateur, voilà, je n'ai vu que Le Ruban Blanc et Funny Games US qui sont sortis je crois à 1 an d'écart, mais voilà, pour moi ça en reste néanmoins l'un des plus grands réalisateurs de ce siècle, tout simplement, voilà, tant il est fort pour faire durer le suspense, et puis pareil, sa façon de cadrer, soit des plans très serrés, d'un coup on est vraiment dans l'intimité du personnage, ou alors des plans hyper larges, où on ressent vraiment la solitude des protagonistes. À côté de ça, une photographie absolument admirable, il sait vraiment bien s'entourer le bonhomme, et voilà, j'adore sa façon d'amener les choses qui est très lente souvent, et à côté de ça, vu que c'est un réalisateur qui marche souvent à la sensation et au rythme, plutôt que de suivre un scénario comme un bon élève à la lettre près, et bien voilà, on ne sait pas toujours ce qui nous attend, on est souvent surpris par les coups de théâtre qu'il nous réserve et de la façon dont c'est amené, et avec Funny Games, je puis vous assurer qu'on est servi comme il faut et qu'on ne ressort pas de là indemne. Alors pourquoi Funny Games US est un des pires du genre horrifique selon moi? Eh bien tout simplement parce qu'il commence de la plus belle des façons qui soit, dans une sorte de rêve américain, avec une famille qui vient passer ses vacances d'été dans un résidence secondaire et qui a prévu, voilà, de faire du golf le lendemain avec ses voisins. Sauf que voilà, alors que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, voilà, tandis que le gosse joue dehors avec le chien, que le père prépare le bateau, que la mère est en cuisine, ils reçoivent la visite d'un certain Peter, un jeune garçon, voilà, d'une vingtaine d'années, blondinet, tout de blanc vêtu, qui paraît sympathique, complètement innocent, et qui vient demander à la mère de famille des œufs. Voilà, ça y est, j'ai fait le lien, il me manque plus qu'à sortir le fouet, et si vous voulez, tout va très vite partir en vrille. Peter va très vite faire tomber les œufs dans l'entrée, et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va en redemander. La mère va accepter, avec plus ou moins de difficulté, va redonner des œufs, et là, dehors, comme de par hasard, le chien les fait tomber, et donc il va en redemander encore. Ce que la mère va refuser, pour leur plus grand malheur. Et c'est là où pour moi toute l'horreur peut résider dans un film, celle qui part d'une demande aussi simple que de demander des œufs, une demande que tout le monde peut faire là, derrière cette caméra. Et voilà, ce Peter qui ne va pas comprendre pourquoi la mère ne peut pas lui redonner des œufs une seconde fois, et alors qu'il va se mettre dans la position de victime, cette position qui va vite être contrebalancée, défendue par l'arrivée de son ami Paul, lui qui va se révéler comme le véritable sadique du duo, cette sorte d'Alex d'Orange Mécanique, et qui est prêt à tout, absolument à tout. Et il va commencer d'ailleurs par casser les jambes du père de famille avec un club de golf, avant que cela parte de plus en plus loin. C'est là où pour moi le génie de Haneke réside, transparaît, celui d'amener les choses très lentement et ainsi torturer l'esprit du spectateur, dérouler la pelote de laine de façon très lente jusqu'à ce qu'on n'en puisse
plus. Et le pire dans tout ça, c'est que devant sa caméra, on ne voit pas des serial killers tels qu'on les imagine souvent au cinéma. Voilà ces types salement vêtus, avec une énorme arme à la main dans un buisson. Non, là ce sont des jeunes gens tout de blanc vêtus, blondinets, hyper souriants et polis. Bref, de jeunes bourgeois qu'on pourrait croiser à n'importe quel coin de rue. Un cadre privé, une famille normale dont les membres sont vêtus de différents habits, face à des intrus tous deux vêtus de blanc. Blanc comme des œufs. Déjà, en faisant casser les œufs dès le départ, Haneke révèle une couleur, un feu qui pourrait être caché derrière ces personnages, un feu dévorant. Il y a ça, et aussi l'aspect de pièces d'échiquier débordant du plateau, avançant inévitablement vers un doux foyer, un cocon paraissant à première vue intouchable, mais qui sera au bout du compte réduit en poussière. C'est ça la véritable horreur de Haneke, éclater cette bulle intime qui est essentielle à chacun pour son équilibre. Dans le film, de façon progressive, lente et donc tortureuse à souhait, tout finit par appartenir à Paul et Peter, de la maison jusqu'au corps, en passant par les jeux de cache-cache. Donc voilà, si vous aimez les films où le rêve tourne en cauchemar qui paraît sans fin, il est fait pour vous. Bon après, les puristes préfèrent l'original dans la plupart des cas. Apparemment, il est bien plus puissant, bien plus prenant, bien plus intense. Déjà qu'avec celui-là, je suis servi comme il faut, alors je me demande ce qu'il peut réserver. Mais voilà, Funny Games US, c'est pas n'importe quel film. Pour moi, c'est tout sauf un film fade, il est vraiment incroyable, prenant, et même si Haneke a fait son propre remake plan par plan, je ne lui en veux pas, c'est fait vraiment avec maestria, donc foncez. Et puis voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et enfin, en dernier film de cette sélection, oui, je n'ai pas changé de t-shirt, c'est le même jour de tournage, on va parler de La colline à des yeux, voilà, d'Alexandre Aja. Alors, quand j'ai acheté La colline à des yeux et que j'avais un moment disponible pour le regarder, je vous avoue que j'étais vraiment pas tranquille. Alors, mon histoire avec ce film est assez particulière. Je parle bien de celui qui a été réalisé par Alexandre Aja, comme je vous ai dit, et non pas la version originale réalisée par Wes Craven dans les années 80, et que je n'ai pas vu. Oui bon, je sais, il y a beaucoup de films originaux que je n'ai pas regardés, mais en même temps voilà, je ne peux pas non plus assurer sur tous les fronts. Bon, trêve de plaisanterie, comme je vous disais, en fait mon histoire est assez particulière avec ce métrage. Pourquoi? Eh bien la première fois que je l'ai vu, au tout début je me suis dit, Vincent, attention, territoire dangereux. Au dos du DVD c'est marqué que c'est un film insoutenable, qui prend vraiment aux tripes, qui n'est pas à laisser entre toutes les mains, et donc je me suis dit, waouh, que ça allait être vraiment difficile. Et je vous cache pas que dès le départ, lorsque le film commence avec cette musique très oppressante, et bien voilà, je n'étais pas rassuré, qui plus est avec le générique de début qui montre à des moments des images de corps déformés, chose personnellement que je déteste, quelque chose qui me fait très peur, et en fait le film est passé crème, voilà. Mais par contre, plus je le regarde au fil des années, plus pour moi il est difficile à voir. Je vous explique, ce n'est pas tant pour l'horreur graphique que j'ai du mal avec ce métrage, mais plus pour tout ce qui est horreur psychologique. Là-dedans, je peux vous l'assurer, il y a beaucoup de scènes hyper traumatisantes qui vont se passer autour de cette famille qui se perd dans le désert du Mexique, là où il y a eu plein d'essais nucléaires de la part de l'Amérique, elle qui n'a jamais révélé les conséquences pour les gens qui étaient là-bas à ce moment-là. En l'occurrence, ceux qui travaillaient dans les mines. Mais le pire avec La colline à des yeux, c'est que c'est avant tout un film d'ambiance et duquel à chaque fois je le regarde, j'ai l'impression de ne pas pouvoir m'en échapper. Entre la musique, ces voix qui arrivent de partout, ces souterrains, donc les mines, et desquels on a l'impression qu'ils peuvent sortir à tout moment, une sorte de fourmilière géante, de l'enfer. Non, vraiment, ça prend vraiment aux tripes. La colline à des yeux, et rien que pour ça, écoutez, c'est un film que j'adore revoir, même si, voilà, ne me laisse pas indemne. Mais quelle expérience! Là, pour moi, Alexandre Aja a réussi son plus grand film. Là-dedans, je mets aussi Crawl, qui est pas mal du tout, mais là, vraiment, pour moi, on est dans un chef-d'œuvre du genre. Et concernant le 2 qui a été produit par Wes Craven, mais n'a pas été réalisé cette fois-ci par Alexandre Aja, écoutez, je vais m'abstenir tout simplement d'en parler tant il est médiocre, une vraie purge. Non, pas comme La Purge, le film ou la série. Non, là c'est vraiment dans le mauvais sens du terme, s'il vous plaît. Si vous voulez vous épargner 1h45 de votre vie, ne le regardez pas. C'est un vrai étron fumant. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces films qu'il faut vraiment avoir vu une fois dans sa vie, selon moi, si l'on aime ce genre, si l'on n'est pas trop sensible, émotif
à ce genre de film, voilà, qui est quand même très délicat. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Voilà, comme toujours, likez, partagez, mettez la cloche et surtout, abonnez-vous, voilà, juste en bas de la vidéo. Et sur ce, je vous dis, kenavo.